et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du hors-série Corruption et. Mon invitée est Daniela Cepeda Cuadrado, Senior Advisor au sein de U4 Anti-Corruption Resource Center. Et avec Daniela, on parle des liens entre corruption et santé. Et oui, le secteur de la santé est particulièrement vulnérable à la corruption. Daniela nous donne de nombreux exemples sur la manière dont la corruption impacte le système de santé et comment la corruption peut aggraver des crises sanitaires comme la pandémie du Covid-19. L'épisode avec Daniela a été enregistré en anglais. Ici, vous écoutez la version doublée en français. Bonne écoute! Bonjour Daniela, bienvenue, merci d'être avec nous. Peux-tu te présenter? Hi Sophie, thank you so much for the invitation. I am Daniela Cepeda Cuadrado. Je suis analyste politique et formatrice. Je travaille actuellement comme Senior Advisor au sein de U4 Anti-Corruption Resource Center, où je suis en charge des portefeuilles santé et droits humains. Mon travail consiste notamment à mener des recherches, à organiser et à faciliter des formations, à donner des conseils politiques et à travailler avec des parties prenantes locales, régionales et mondiales pour promouvoir des stratégies de lutte contre la corruption. Le thème de notre épisode aujourd'hui, Daniela, est la corruption dans le secteur de la santé. Pourquoi la corruption est-elle si présente dans ce secteur ? Plusieurs caractéristiques des systèmes de santé les rendent très vulnérables à la corruption. Premièrement, dans ce secteur, il est difficile de savoir qui tombera malade, quand et comment. Et cette incertitude crée un environnement propice où des décisions opaques peuvent être prises et où la corruption peut prospérer. Ensuite, il y a une multitude d'acteurs impliqués, le secteur privé, le secteur public, les patients, les fournisseurs, les régulateurs, etc. La présence de tant d'acteurs rend difficile la mise en place de mécanismes de transparence et de responsabilité. Enfin, il existe une asymétrie d'information. Tous les acteurs n'ont pas le même niveau d'information. Par exemple, en tant que patient, vous devez faire confiance à votre médecin pour qu'il vous prescrive le bon traitement. Mais parfois, cette asymétrie peut être exploitée à des fins privées, comme lorsque des médecins prescrivent des médicaments qui ont été mis en avant par l'industrie pharmaceutique alors que ce n'est pas nécessairement le meilleur traitement pour vous. Donc le fait d'avoir une asymétrie d'information entre les différents acteurs, d'avoir autant de personnes impliquées et que la santé reste un secteur où l'incertitude prédomine, on ne sait pas quand on va être malade, fait que les systèmes de santé sont très vulnérables à la corruption. Quelles sont les formes de corruption que l'on retrouve dans le secteur de la santé et peux-tu nous donner des exemples concrets ? Il existe de nombreuses formes de corruption qui affectent les systèmes de santé. Il n'y a pas un type de corruption qui domine plus qu'un autre. Tout dépend du contexte et des vulnérabilités de chaque système de santé. Une approche que je trouve intéressante pour catégoriser et identifier les formes de corruption, c'est de s'intéresser aux 6 blocs constitutifs des systèmes de santé développés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors ces 6 blocs, c'est quoi ? 1. La prestation de services de santé, 2. Le financement, 3. La gouvernance, 4. Les ressources humaines, 5. Les systèmes d'information sanitaire et 6. Les médicaments, vaccins et technologies. Et la corruption, en fait, peut affecter chacun de ces 6 blocs. Par exemple, au niveau de la prestation des services de santé, nous voyons de la corruption de basse intensité comme des pots de vin, des paiements informels et de l'extorsion. En matière de financement, il peut s'agir de détournement de fonds ou de corruption dans les marchés publics. Au niveau des ressources humaines, on observe du népotisme ou du favoritisme dans le recrutement. Les données peuvent être manipulées et ainsi affecter les systèmes d'information sanitaire. Et pour les médicaments, il peut y avoir du vol ou des médicaments falsifiés, ce qui compromet leur qualité. Voilà, ce ne sont que quelques exemples des différentes manières dont la corruption peut s'infiltrer dans ces 6 blocs. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque type de corruption dans un bloc peut avoir un impact sur les autres blocs car ils sont interconnectés. Comme je l'ai mentionné au début, en ce qui concerne les formes de corruption les plus courantes, tout dépend du contexte. Par exemple, une étude menée en 2023 a réalisé une revue rapide de la littérature afin d'identifier, de décrire et de classer des cas de corruption dans le secteur de la santé dans 4 pays européens.
2 en Europe de l'Ouest, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et 2 en Europe centrale, la Pologne et la Slovaquie. Selon les conclusions de cette étude, la principale forme de corruption dans les pays d'Europe de l'Ouest était la corruption dans les marchés publics, tandis que l'abus de position de haut niveau était la forme la plus répandue dans les pays d'Europe centrale. Ce qui est également important de noter, c'est que la nature même de la corruption rend son identification et son signalement difficiles. Mais en résumé, pour comprendre quels types de corruption sont les plus répandus, il faut analyser les vulnérabilités et les contextes spécifiques de chaque système de santé. Merci beaucoup Daniela, c'est très clair avec ces 6 blocs. Peux-tu nous donner des exemples plus concrets? Tu as mentionné par exemple la corruption de basse intensité comme les pots de vin dans la prestation de services. À quoi cela ressemble-t-il en pratique et peux-tu aussi expliquer par exemple la corruption dans les marchés publics? Bien sûr, prenons d'abord l'exemple de la corruption de basse intensité dans la prestation des services de santé. Cela concerne toutes les interactions entre les patients et les prestataires de soins. Un exemple typique est celui des paiements informels ou des pots de vin que les patients doivent donner pour accéder à des soins. Certains groupes sont plus vulnérables à ce type de corruption. Prenons l'exemple des femmes, qui sont plus vulnérables du fait de leurs besoins spécifiques en matière de santé, mais aussi par leurs rôles sociaux qui les amènent souvent à s'occuper de la santé de leur famille et donc à être plus souvent en contact avec les prestataires de santé que les autres groupes. Elles ont donc plus de risques d'être confrontées à des demandes de pots de vin, voire à des demandes de faveurs sexuelles pour pouvoir accéder à la santé. Autre exemple, pendant la pandémie de Covid-19, on a pu observer des cas de pots de vin et de passe-droit pour accéder à des produits médicaux essentiels en période de forte demande. Durant la crise, des personnalités politiques, des hauts fonctionnaires et des responsables gouvernementaux de haut niveau ont bénéficié d'un accès prioritaire aux vaccins dans plusieurs pays, notamment en Malaisie, aux Philippines, au Pérou, en Argentine, en Espagne, en Pologne, au Canada et en Équateur. Cet accès privilégié a évidemment rendu l'accès aux vaccins plus difficile pour d'autres groupes qui en avaient pourtant le plus besoin, comme les travailleurs de la santé qui étaient en première ligne. Les marchés publics constituent également un domaine particulièrement vulnérable à la corruption. Le secteur de la santé dispose souvent de budgets conséquents pour financer son fonctionnement, ce qui en fait une cible de choix en l'absence de mécanismes de responsabilité et de contrôle. Là encore, nous avons de nombreux exemples récents tirés de la pandémie de Covid-19. Selon nos recherches, en 2022, environ 1,78 milliard de dollars ont été détournés dans des marchés publics corrompus en Afrique uniquement. Et ce problème ne concerne pas seulement les pays en développement. Dans les pays à revenus élevés, comme au Royaume-Uni, Transparency International a révélé que près des 2 tiers des contrats d'achat d'équipements de protection individuelle avaient été attribués à des entreprises bénéficiant d'une voie VIP sans respect des procédures de diligence requises. Voilà, ce sont que quelques exemples de ces pratiques de corruption. Merci, ces exemples donnent une image claire de ce à quoi ressemble la corruption. Tu as mentionné que la corruption dans la santé peut survenir partout, y compris dans des pays comme le Royaume-Uni. Ça semble donc remettre en question cette idée reçue selon laquelle la corruption serait limitée à certains pays ou régions. Est-ce que tu es d'accord? Yes, I agree. I completely agree. I would like to add more nuance to that statement. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il est important d'ajouter des nuances. Les systèmes de santé solides, avec de bonnes structures de gouvernance, peuvent mieux atténuer les risques de corruption. Cependant, établir et maintenir ces structures demande des ressources financières importantes. Donc des pays à haut revenu disposent en théorie des ressources pour financer et mettre en place des systèmes de gouvernance robustes dans le secteur de la santé pour faire face aux risques de corruption. Cela étant dit, ils ne sont quand même pas à l'abri de la corruption. Prenons l'exemple des États-Unis, où l'industrie pharmaceutique exerce une grande influence sur les décisions politiques et les processus d'approbation des médicaments. Il existe des cas de porte tournante entre les régulateurs et les entreprises pharmaceutiques. Par exemple, une étude a montré que la majorité des experts de la Food and Drug Administration, l'agence américaine des médicaments, travaillant sur les traitements oncologiques, avaient rejoint des entreprises pharmaceutiques après avoir quitté l'agence. Cela crée des conflits d'intérêts qui favorisent la corruption. Nous observons également ces phénomènes dans les politiques de santé mentale. Une chercheuse spécialisée dans ce domaine, la Dr Lisa Cosgrove, a écrit un livre sur la corruption institutionnelle dans le secteur de la santé mentale. Elle y donne de nombreux exemples montrant comment l'industrie pharmaceutique a influencé les décisions réglementaires et la perception du public, notamment en mobilisant des groupes de patients et en influençant les produits médicaux qui sont mis sur le marché. Peux-tu nous donner un exemple ?
Dans un article de 2015 qu'elle a coécrit avec 2 autres experts, Lisa Cosgrove donne un exemple particulièrement intéressant. Elle y mentionne l'entreprise Sprout Pharmaceuticals qui avait développé un médicament appelé flibanserin. Initialement, la FDA, l'Agence américaine des médicaments, avait refusé de l'approuver en tant qu'antidépresseur, faute de preuves suffisantes quant à son efficacité. Au lieu d'accepter cette décision, l'entreprise a alors choisi de repositionner le médicament comme un traitement pour un trouble controversé, le trouble du désir sexuel hypoactif féminin. Dans le cadre de sa campagne promotionnelle, elle a créé un groupe féministe fictif appelé Even the Score, qui militait en faveur d'un accès équitable aux médicaments sexuels. Leur argument clé était que les hommes avaient de nombreux traitements comme le Viagra, tandis que les femmes n'en avaient aucun, d'où la nécessité de rétablir l'équilibre. Cette stratégie a été extrêmement efficace grâce à la pression publique et sous couvert d'égalité des sexes et de santé sexuelle, la FDA a finalement approuvé le médicament en 2015. Moins de 40 heures après cette approbation, Sprout Pharmaceuticals a revendu le médicament à une autre entreprise pharmaceutique pour $1 milliard. Tout cela s'est produit alors même que dans sa première évaluation, la FDA avait jugé que ce médicament était inefficace en tant qu'antidépresseur. Merci Daniela. Un peu plus tôt dans notre conversation, tu as parlé de la pandémie du Covid-19 et des risques de corruption. Comment la corruption exacerbe-t-elle les crises de type pandémie ou d'urgence sanitaire? Yes. What I think is that corruption has always existed in the health sector, right? Like the health sector is La corruption a a place toujours where there is a existé lot dans of les systèmes de santé. Comme je l'ai dit, le secteur de la santé est un secteur marqué par une grande incertitude et impliquant de nombreux acteurs, ce qui rend son contrôle difficile. De plus, il existe une forte asymétrie d'informations, facilitant ainsi les actes de corruption pour les acteurs mal intentionnés. Lors des urgences sanitaires, certaines caractéristiques viennent encore aggraver les vulnérabilités des systèmes de santé face à la corruption. L'une d'elles est que, au nom de l'efficacité et de la rapidité, les pays ont tendance à assouplir ou à ralentir les processus et procédures garantissant la transparence et la responsabilité. Il devient alors plus fréquent que les contrats soient attribués sans appel d'offres ouvert, via des procédures simplifiées comme l'attribution directe ou via des périodes de publicité réduites. Un autre problème est que les périodes de crise s'accompagnent souvent d'une augmentation des financements. Cependant, la capacité des systèmes de santé à absorber ces fonds est limitée. Ces flux soudains de capitaux, combinés à l'absence de plan de réponse clair, poussent de nombreux gouvernements à lever certaines protections contre les conflits d'intérêts, la collusion et la fraude. L'incapacité à gérer ces financements crée ainsi des opportunités de corruption, qu'il s'agisse d'influence indue, de pots de vin, de surfacturation ou encore de prolifération de médicaments contrefaits de qualité inférieure. Un troisième facteur est la forte demande en matériel médical lors des crises sanitaires, alors que les chaînes d'approvisionnement ne sont pas toujours prêtes à y faire face. Pendant la pandémie de Covid-19, la chaîne d'approvisionnement des vaccins a rencontré de nombreux défis, nombre limité de fabricants, mauvaise coordination avec les organisations locales, faiblesse des systèmes de suivi, difficulté de contrôle des températures, coûts élevés et manque de soutien financier. Cela a rendu la distribution des vaccins inefficace. Cela a compliqué leur déploiement dans de nombreux pays et a créé des opportunités pour la corruption. Notre expérience passée de gestion des crises montre aussi un manque de préparation et de planification dans la réponse aux urgences sanitaires. Par exemple, lors de la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a eu des cas de détournement de fonds, de fausses déclarations de salaires et de pots de vin pour contourner les mesures de confinement. En Indonésie et au Sri Lanka, après le tsunami de 2004, des réseaux de favoritisme et de clientélisme ont contrôlé l'attribution de l'aide humanitaire. Bien que ces événements aient lieu avant la pandémie de Covid-19, ils n'ont pas servi de leçon pour renforcer les systèmes de santé au niveau mondial et nous avons répété les mêmes erreurs. Enfin, la corruption affaiblit la gouvernance des systèmes de santé, ce qui peut prolonger les crises. Dans les pays où la transparence financière est faible et où le suivi citoyen est interrompu en raison d'urgence, ceux qui ont accès aux fonds peuvent y voir une opportunité de détournement. Un exemple frappant vient de la Colombie où un journal numérique indépendant a révélé qu'un fonctionnaire de l'État avait détourné 6,5 millions de dollars initialement destinés aux soins de santé d'un groupe indigène avant la pandémie. Cet argent aurait pu permettre d'acheter entre 241 et 322 lits de soins intensifs et ventilateurs lors de la crise du Covid-19. Oui, c'est assez fou de voir que nous n'apprenons pas de nos erreurs passées et que l'on répète à chaque fois les mêmes erreurs à chaque nouvelle crise. Alors on va changer un petit peu de sujet, on en a un peu parlé précédemment, mais quels sont les impacts en matière de santé du fait de la corruption ?
fighting corruption or addressing corruption is not an end in itself, it should be a means to a higher Combattre la end. corruption n'est pas une fin en soi. Cela devrait être un moyen pour atteindre un objectif plus élevé. Dans le cas du secteur de la santé, s'attaquer à la corruption est clé pour veiller à ce que tout le monde puisse bénéficier des mêmes services. La corruption a un impact considérable sur les systèmes de santé car elle les prive des ressources nécessaires pour fournir des soins de qualité, accessibles et adaptés aux besoins des populations. Et par ressources, je ne fais pas seulement référence aux moyens financiers, mais aussi aux ressources humaines, aux infrastructures, aux médicaments, aux vaccins et aux technologies indispensables au bon fonctionnement des systèmes de santé. La corruption représente une menace pour chacun de ces éléments. En réduisant ces ressources essentielles, la corruption détériore indirectement les résultats sanitaires. Elle peut entraîner des soins de moindre qualité et pour de nombreuses personnes, faire la différence entre la vie et la mort, en particulier pour les patients en situation de vulnérabilité qui ne peuvent pas accéder aux services de santé au moment où ils en ont le plus besoin. En ce sens, la corruption constitue aussi une atteinte au droit à la santé. Plusieurs études ont montré l'existence d'un lien entre la corruption et des résultats de santé spécifiques. Par exemple, la corruption a été associée à une diminution de la couverture des traitements contre le VIH, ainsi qu'à une augmentation de la résistance aux antimicrobiens, ce qui compromet l'efficacité des antibiotiques et autres traitements médicaux essentiels. Pour terminer sur une note positive, quelles sont les initiatives prometteuses pour lutter contre la corruption dans la santé ? I like that question, and I think that's the most challenging one to answer. J'aime cette question et je pense que c'est l'une des plus complexes à traiter. La corruption étant omniprésente, il est très difficile de l'éradiquer et de mettre en place des initiatives anticorruption qui soient à la fois efficaces et durables dans le secteur de la santé. À mon sens, les initiatives les plus prometteuses sont celles qui s'attaquent aux causes profondes de la corruption, à un moment et dans un contexte précis. Il s'agit d'identifier les vulnérabilités du système de santé, les personnes les plus affectées et de développer des stratégies qui répondent à ces causes spécifiques. Un exemple concret de cette approche est le problème de l'absentéisme des médecins, qui est un problème majeur à l'échelle mondiale. Prenons l'exemple du Bangladesh. Une étude a révélé que dans les zones urbaines, on compte 18 médecins pour 1000 habitants, tandis que dans les zones rurales, ce ratio tombe à 1 médecin pour 10 000 habitants. L'absentéisme des médecins dans ces régions ne découle pas toujours d'une intention de corruption, mais peut être lié à plusieurs facteurs. Par exemple, des problèmes de sécurité peuvent dissuader les médecins de se rendre à leur poste, notamment lorsque la communauté exerce des pressions sur eux pour qu'ils délivrent des certificats médicaux frauduleux ou d'autres services illégitimes. Il existe aussi une dimension liée au genre. Les femmes médecins peuvent hésiter à se rendre sur leur lieu de travail si l'éclairage est insuffisant ou si les transports publics sont peu sûrs, en particulier la nuit. Dans ce cas, pour lutter contre l'absentéisme, une approche purement répressive ne suffit pas. Il est plus efficace de s'attaquer aux causes sous-jacentes en améliorant les conditions de travail des médecins, en augmentant leur sécurité et en mettant en place des infrastructures adaptées. Il peut être aussi pertinent d'examiner leur rémunération, car certains médecins doivent cumuler plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins, ce qui peut les pousser à s'absenter. Un autre aspect concerne les dynamiques de pouvoir. Dans certains cas, des médecins ou des agents de santé bénéficient du soutien de responsables politiques influents, ce qui leur permet d'échapper aux sanctions en cas d'absentéisme. Une étude menée au Nigeria a montré que le dialogue avec des chefs traditionnels et les leaders communautaires pouvait être un moyen efficace de faire pression sur les agents de santé pour qu'ils changent leur comportement. Il existe bien sûr différentes stratégies, qu'il s'agisse d'approches ascendantes ou descendantes, ainsi que des solutions technologiques pour améliorer la transparence. Mais selon moi, les interventions les plus efficaces sont celles qui s'interrogent sur les causes profondes de la corruption et sur la manière d'éliminer les conditions qui la favorisent. Dans de nombreux cas, cela ne nécessite même pas d'adopter des politiques anticorruption strictes ou des sanctions, mais plutôt d'améliorer les structures existantes pour réduire les incitations à la corruption. Merci beaucoup Daniela pour cette conversation très enrichissante. Thank you, Sophie. It's been a pleasure.